Il se montrait très avare de ce sang français. Ses batailles étaient combinées, travaillées d'avance, avec une si rare précision que le résultat, souvent foudroyant, s'obtenait toujours en perdant très peu des nôtres. Et ensuite, après l'action qu'il avait durement menée avec son absolutisme sans réplique, il redevenait un autre homme, très doux, s'en allant faire la tournée des ambulances avec un bon sourire triste. Il voulait voir tous les blessés, même les plus humbles, leur serrer la main, et eux mouraient plus contents, plus réconfortés par sa visite. Juin 2020, la France participe en Méditerranée à la mission de l'OTAN Sea Guardian afin d'empêcher la livraison clandestine d'armes sur les côtes libyennes. Or, le 10 juin, la frégate turque, Gökava, se met à menacer la frégate Courbet par une illumination à 3 reprises de son radar de tir, ce qui correspond au dernier coup de semonce avant de faire feu. Ce bâtiment de guerre de notre marine nationale porte le nom de l'illustre amiral français qui brilla tant par ses qualités de stratège que par le respect qu'il inspira. Revenons sur la vie et la carrière de celui qui fit plier la Chine impériale. Né à Abbeville le 26 juin 1827, le futur amiral Courbet entra dans la marine à sa sortie de Polytechnique en 1849. Aspirant sur la capricieuse, il fit campagne dans les mers de Chine, l'océan Indien et dans le Pacifique. Enseigne de vaisseau en décembre 1852, il fut remarqué par l'amiral Jacquinot et promu lieutenant de vaisseau en novembre 1856. Il leva le plan de la rade de Biarritz où Napoléon III songeait à créer un grand port. Embarqué en 1858 sur le Suffren, puis en 1860 sur le Montebello, il fut instructeur à l'école de canonnage et s'attacha à perfectionner les matériels d'artillerie et les méthodes de tir. Capitaine de frégate en août 1866, chef d'état-major de la division cuirassée de la Manche, il commanda en 1870 le Talisman aux Antilles et donna la chasse aux navires ennemis. Revenu en France, il fut chargé de rédiger un cours de tactique navale. Capitaine de vaisseau en août 1873, il commanda en 1974 l'école des torpilles de Boyarville dans l'île d'Oléron et se passionna pour cette arme nouvelle. Membre du Conseil des Travaux, chef d'état-major de l'escadre de Méditerranée, il fut nommé en juin 1880 gouverneur de Nouvelle-Calédonie et en septembre contre-amiral. Commandant à son retour en France une division navale d'essai constituée à Cherbourg, il fut nommé en 1883 à la tête de l'escadre des mers de Chine, renforcée à la suite de la mort de Francis Garnier. Il allait, dans ce poste, donner la mesure de son énergie et de son audace. En août 1883, il bloqua Hue et emporta d'assaut la citadelle, obligeant l'empereur d'Annam à la paix. Commandant en chef interarmé, il battit les pavillons noirs et occupa Santai et une partie du delta du Tonkin. Promu vice-amiral en mars 1884, il dirigea les opérations décidées contre la Chine à la suite de l'affaire Langson, attaqua les forts de Fucheo, força les passes de la rivière Min et fit détruire par ses torpilleurs une partie de la flotte chinoise, puis débarqua à Formose et s'empara de Keelung, de Makung et en mai de l'ensemble des îles Pescadores. Épuisé physiquement, et sans doute aussi moralement, par une campagne dont il n'avait pas tenu à lui qu'elle fût plus intelligemment menée et qu'elle aboutit à de meilleurs résultats, Courbet mourut à bord de son navire amiral, le Bayard, en rade de Makung, le 11 juin 1885. Le sabre de l'amiral Courbet fut déposé dans la chapelle marine de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Dans ce testament, il léguait ses économies en espèces et ses valeurs mobilières à la Société de sauvetage en mer de Somme. Le début de l'implantation française dans la péninsule indo-chinoise remonte à 1785 sous le règne de Louis XVI, mais la conquête ne sera toutefois réalisée que plus tard sous l'impulsion de Napoléon III d'abord, puis de la Troisième République ensuite. C'est en 1862, avec le traité de Saïgon, signé avec l'empereur d'Annam, que la souveraineté de la France sur les provinces du Sud est d'abord reconnue. La colonie de Cochinchine est établie. Puis en 1874, un second traité est signé. Il ouvre le fleuve Rouge, qui relie Hanoï avec le Yunnan chinois, à la libre circulation des navires de commerce français. Au début des années 1880, les difficultés commencent toutefois à s'amonceler. D'anciens rebelles Taiping, expulsés de Chine en 1864 et établis dans la région du fleuve Rouge, les pavillons noirs, harcèlent les Français le long du fleuve. La France, sûre de sa supériorité morale et militaire, décide alors d'envoyer un petit corps expéditionnaire pour aller nettoyer la vallée. Les choses se passent moins bien que prévu, et en mai 1883, plusieurs soldats français sont massacrés par les pavillons noirs, qui sont maintenant soutenus par le gouvernement chinois. Après les 2 guerres de l'opium et les importantes concessions accordées aux puissances occidentales, celui-ci ne voit pas d'un bon œil un nouveau déploiement de force à sa frontière. Fort de ce soutien tacite, les pavillons noirs se ruent ensuite sur Hanoï, occupé par des troupes françaises depuis avril 1882, et assiègent la ville.
Il tue à cette occasion le capitaine de vaisseau Henri Rivière, le commandant des 3 canonnières et des 700 hommes basés dans la ville. Nous sommes le 19 mai 1883. Pour répondre à ce véritable acte de guerre, la Troisième République décide l'envoi de 2 divisions navales en Extrême-Orient qui seront sous les ordres du contre-amiral Courbet. Celui-ci arrive à l'improviste devant Toan Han, le port de Hue, dès le 18 août 1883. Il bombarde la ville et force ainsi l'empereur d'Annam à signer un nouveau traité qui cède à la France, sous la forme d'un protectorat, la province au nord de la péninsule indochinoise, le Tonkin. Le traité, véritable casus belli pour la Chine, est rejeté par la cour de Pékin qui décide alors d'envahir avec ses troupes régulières le Tonkin. La guerre franco-chinoise commence. Dans un premier temps, les forces françaises s'emparent sans grande difficulté de citadelles le long du fleuve Rouge, forçant la Chine à accepter la signature d'abord le 11 mai 1884 d'une convention, puis le 9 juin d'un nouveau traité qui assure la reconnaissance du protectorat de la France sur l'Annam et le Tonkin. Toutefois, la Chine est loin d'avoir été vaincue et le régime impérial chinois n'a en réalité exécuté qu'un repli tactique. Son armée repart à l'offensive et le 23 juin 1884, elle attaque par surprise une colonne française à Baclay. L'embuscade fait 22 morts et 70 blessés. Courbet comprend alors que la pacification, et donc la conquête, du Tonkin ne se fera que par un affrontement direct avec la Chine, et non par des victoires à la Pyrrhus le long du fleuve Rouge. Il recommande une attaque au cœur du pouvoir impérial chinois, Pékin. Ce que se refuse à faire Jules Ferry, président du Conseil, qui lui souhaite restreindre les opérations dans la péninsule indo-chinoise et en mer de Chine. À Foochow, sous la menace des canons de l'arsenal, construit par l'ingénieur français Prosper Giquel 10 ans auparavant, et où l'amiral Ting avait concentré le plus gros de sa flotte, les marins de Courbet vont passer près de 40 jours au poste de combat, par une chaleur et une moiteur des plus accablantes. Le 22 août, enfin, l'ordre est reçu d'intervenir. Le 23 août 1884, à 13h, les Français ouvrent le feu. Parfaitement avertis par leur amiral, dont la planification est sans faille, les commandants mènent leurs équipages à la victoire, détruisant 22 navires en quelques heures. L'escadre chinoise n'existe plus et l'arsenal est largement endommagé. Courbet mettra 6 jours à sortir de la rivière Mine, détruisant systématiquement, à l'artillerie de bord et par des coups de main de marins mis à terre, tous les canons, nids de torpilles et poches de résistance chinoise. Le 29 août, la victoire est totale. La planification intelligente par Courbet de cette bataille lui permet d'infliger aux Chinois une défaite spectaculaire. Plus de 2000 morts, 9 grands navires coulés alors que les pertes françaises furent légères. 10 morts, dont le lieutenant de vaisseau Bouette Villomé, et 48 blessés. Un autre facteur déterminant dans l'issue de la bataille fut le fait que l'escadre française avait pénétré dans la rade de Foochow alors que l'état de guerre n'était pas encore déclaré, ce qui lui évita d'essuyer le feu des batteries côtières. Au début de 1885, 4 bâtiments chinois appareillent de Shanghai pour tenter de briser le blocus français de la Grande Île. Courbet ne les attend pas et appareille pour provoquer une rencontre à la mer. Cette rencontre a lieu, mais trop loin pour un engagement. 2 des frégates chinoises parviennent à s'enfuir, les 2 autres, réfugiés à Shaipu, sont attaqués par les canots du Bayard, le navire amiral, au cours d'une opération d'une étonnante audace. Là encore, la planification de Courbet fait merveille. Il a choisi la nuit du Nouvel An chinois pour attaquer. Alors que les canots torpilleurs se concentrent sur l'une des frégates, celle-ci, ne sachant pas d'où vient l'attaque et dans la confusion des explosions des pétards du Nouvel An, tire sur l'autre frégate et la coule. Les 2 bâtiments sont hors d'état. Cependant, les troupes françaises sont en difficulté au Tonkin et subissent un important revers militaire en mars 1885. Elles doivent se replier sur le delta du fleuve Rouge. Quand, le 30 mars, Paris apprend la catastrophe, le ministère Ferry est mis en minorité et renversé. Toutefois, grâce aux victoires navales de Courbet, la Chine a été gravement touchée sur son propre territoire. Comme l'amiral l'avait prédit, le 9 juin, elle abandonne officiellement et réellement sa suzeraineté sur l'Annam et le Tonkin. L'Indochine française pouvait naître. L'amiral Courbet éprouvait une grande frustration d'avoir manqué, par la succession de ses affectations, la guerre de Crimée, la guerre d'Italie et surtout la guerre de 1870. En 2 ans d'opérations lointaines et difficiles, tant sur le plan militaire que politique, il acquiert une notoriété de premier plan dans l'histoire de la marine. Grâce à son courage, à sa détermination et à son talent. Avoir été un marin de Courbet devient, à sa mort, un titre de gloire des plus enviés. J'espère que ce nouvel épisode de France Glorieuse vous a plu. Un épisode sur Louis Pasteur devrait rapidement voir le jour avant d'entamer notre mini-série sur l'histoire de Hong Kong et les enjeux y afférents. À bientôt sur Résistance Historique.